vais essayer beaucoup plus humblement de vous donner quelques notions actuelles de développement de l'intérêt de l'art visuel dans notre champ pour proposer une expérimentation, donc vraiment très modestement une expérimentation que nous allons lancer. L'idée avec, suite à la remarque précédente, et d'essayer d'équiper son assistant personnel d'empathie en allant se promener dans les musées. Alors, grâce à la pertinence, grande pertinence matinale du professeur Lemogne, j'ai donc précisé l'art pour développer l'empathie, l'art visuel, donc je vais parler uniquement de l'intérêt des potentiels des arts plastiques pour développer l'empathie. L'idée de proposer l'art, donc l'art visuel, comme une ressource pédagogique dans la formation des professionnels de santé, en l'occurrence, c'est vers ça que je me dirigerai en vous proposant quelques illustrations. Et cette idée est fondée sur la démonstration que l'art permet de refléter la dimension émotionnelle humaine et donc que l'art devrait pouvoir permettre de développer l'empathie. L'idée aussi que l'on connaît bien et sur laquelle les facultés de médecine travaillent de plus en plus, c'est que l'empathie avec les patients, qui est centrale pour les cliniciens, ne s'apprend pas seulement par le raisonnement, qui est souvent l'élément majeur de notre formation, mais aussi par la sensibilité. Alors qu'est-ce que c'est ? Bon, alors c'est pas une photo ratée, c'est une photo où les bancs sont les plus importants. C'est la place Santa Croce à Florence, et pour rappeler l'importance de la culture et notamment des arts visuels sur le psychisme humain, c'est en sortant de l'église Santa Croce que Stendhal s'est réfugié sur un de ses bancs en manifestant une attaque de panique, un sentiment de dépersonnalisation, d'irréalisation qu'il a décrit dans Rome, Naples, Florence et qui a donné lieu au nom du syndrome de Stendhal, et beaucoup d'auteurs, notamment une psychiatre florentine, la première, a décrit ce syndrome. Et il y a quelques études épidémiologiques qui pourraient suggérer qu'effectivement cette hyperculture peut créer des manifestations psychiques, voire des états psychiatriques. Alors un autre intérêt des psychiatres pour l'art est toujours d'essayer d'étudier la question d'Aristote, de la problématique génie et folie. Alors comme je suis arlésien, je me suis forcément intéressé à la question de la psychobiographie de Van Gogh. Vous savez que Van Gogh, à travers l'histoire, a présenté absolument l'ensemble des pathologies neuropsychiatriques. C'est intéressant de voir l'évolution des modes, comme ça, des modes scientifiques également. Et alors, c'est assez intriguant de tomber sur cette publication de neurochirurgiens qui se sont amusés à retrouver une représentation schématique de la formation hippocampique, qui est en haut sur la diapositive, dans... Comment ça marche ce truc ? Alors... Bon. La formation hippocampique en haut à droite, dans un détail de La Nuit étoilée, qui est un des chefs-d'œuvre de Van Gogh. Pardon ? Oui. Ah, merci beaucoup. Alors, comment ça marche ? Oui, voilà. Donc, la formation hippocampique qui sont amusés à retrouver exactement, avec une grande précision, nous disent-ils dans cette publication, donc qui est ce détail de La Nuit étoilée. L'idée étant, alors c'est un clin d'œil, mais en fait c'est une vraie publication dans une revue scientifique de neurochirurgiens, pas de psychiatres, comme si, c'est leur proposition, Van Gogh avait représenté de façon inconsciente, subconsciente, le lieu de son émotion et de son imagination et de sa pathologie neuropsychiatrique. Bon, pour dire que c'est un clin d'œil, pour dire qu'un champ actuellement est en grand développement depuis moins de 20 ans, une dizaine d'années, notamment, qui est celui de la neuroesthétique, c'est-à-dire comment les neurosciences, et en l'occurrence... alors je vais être prudent par neurosciences avec mes éminents collègues juste en face de moi, mais comment la neuroimagerie peut nous aider à mieux comprendre l'effet de l'art sur notre cerveau. Un autre élément, c'est juste très rapidement, l'art-thérapie tombe en désuétude, et pourtant elle semble marcher. Et c'était pour simplement, c'est un peu en marge de ce que je vous racontais, pour signaler que les guidelines du NICE anglais récentes sur la schizophrénie, c'est pas des rigolos, le NICE quand ils produisent des guidelines, pour la schizophrénie recommandent
l'art-thérapie pour soulager notamment les symptômes négatifs de la schizophrénie. Il y a eu un papier dans Lancet de review qui concerne l'intérêt de l'art-thérapie pour différentes pathologies psychiatriques et qui a amené à un certain nombre de controverses. Est-ce que c'est evidence-based, etc. Et dans ces controverses, en voici. Alors, l'art-thérapie, donc, qui est tombée en désuétude, me semble-t-il, dans nos institutions, sûrement pour plein de raisons, malgré tout, pourrait voir, comme retour de balancier, pourrait voir apparaître un renouveau, notamment pour ce qui concerne la prise en charge du PTSD. Et donc, je voulais signaler cet aspect cher à Guillaume Weva. Le PTSD, les patients, il y a pas mal d'études, donc en voilà une qui est une étude de cas, mais des études cliniques et neuroscientifiques pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que quand les gens créent, ils se sentent mieux. Ceci appliqué notamment au champ du PTSD. Et donc, il y a des études qui commencent à essayer de décrypter le bénéfice de l'art-thérapie, ici, des militaires américains qui présentent un PTSD, à qui on demande notamment, probablement pour travailler sur les mémoires traumatiques, de fabriquer ces masques en papier mâché qui les regardent et qui souvent ont des expressions déchirantes, donc qui leur permettraient d'exprimer les blessures invisibles de la guerre et du traumatisme, et une étude qui a associé ça à de la neuroimagerie et qui montre que ces victimes de PTSD, militaires américains, qui avaient créé ces masques avec ces expressions douloureuses, avaient moins d'activité de leur réseau de mode par défaut au repos, réseau qui pourtant a tendance à être actif pendant les périodes de moins de simulation, donc comme si leur esprit était moins à l'aise au repos. Enfin bon, pour signaler un renouveau de l'intérêt à la question de l'art-thérapie et de ses prolongements neuroscientifiques. Alors puisqu'on a la chance d'avoir Monique Seguin, peut-être qu'elle pourra nous commenter ces nouvelles prescriptions. Ça avait fait grand bruit dans la presse grand public. Les médecins québécois, canadiens ou québécois, ont le droit de faire des prescriptions muséales pour leurs patients, un certain nombre, enfin c'est codifié, etc. Ce serait intéressant de savoir si on aurait intérêt à faire pareil. Alors, un dernier point, pour essayer de contextualiser pourquoi l'art peut être bénéfique pour la formation à l'empathie chez les étudiants en médecine. Un autre sujet préoccupant, peut-être on parlera Cédric Lemon, c'est la question du burn-out qui semble épidémique chez les étudiants en médecine, chez les internes, chez les professionnels de santé d'une façon générale, avec des chiffres de prévalence de burn-out qui iraient jusqu'à 60%. Donc vraiment on peut redouter l'existence d'une épidémie, et il existe un lien entre burn-out et empathie il est démontré dans pas mal d'études bien menées que les niveaux d'empathie chez les étudiants en médecine diminuent au fil des études, et au contraire, que plus les sujets ont une empathie pendant leurs études, moins ils risqueront de développer un burn-out quelques années après lorsqu'ils seront internes. Une autre étude ici chez des médecins généralistes de Catalogne qui montrait que le risque d'épuisement professionnel était faible chez les médecins généralistes qui manifestaient une grande empathie. Et l'un comme l'autre, le burn-out ou empathie, ne sont pas des traits, ne sont pas stables, sont absolument modifiables. Et donc, l'idée est de pouvoir essayer d'intervenir sur l'un pour prévenir l'autre. C'est aussi un enjeu actuel qui a tendance à se développer. Et une étude d'imagerie cérébrale il y a quelques années, suggère que la sévérité du burn-out puisse être prédite par l'activation de certaines régions cérébrales qui sont impliquées dans les phénomènes d'empathie. Donc, essayer de développer l'empathie pourrait, puisque l'empathie peut se développer, on l'a vu précédemment, pourrait permettre un autre bénéfice chez les professionnels de santé, qui serait la prévention du burn-out. Alors pour dire deux mots de suicide, quand même cette question de l'empathie nous intéresse au premier plan. Bon, ça vient d'être abordé, démontré de façon magistrale. L'empathie est évidemment le préalable à la première intervention, qui est celle de la communication, de l'évaluation. Et on peut intéressant de convoquer cette œuvre de Sophie Calle, Douleur exquise. Douleur exquise, c'est le titre de l'œuvre, c'est aussi une terminologie strictement médicale, une douleur exquise. Et ici, on peut établir un lien, ce n'était pas du tout son intention, on peut établir un lien entre suicide, douleur,
On connaît ce lien, et on peut établir donc ce parallèle avec cette œuvre de Sophie Calle qui, au-delà d'une recherche formelle et artistique, est aussi un cheminement personnel thérapeutique. Elle rapporte alors l'installation, ça c'est une photo du livre, mais ça a été une installation exposée à Beaubourg, donc très nombreux panneaux dans lesquels elle rapporte son parcours douloureux après une rupture amoureuse, facteur important dans les conduites suicidaires, et elle convoque dans l'installation, à côté de ces descriptions de la douleur ressentie et des conditions de la rupture, les expériences similaires d'anonymes. Donc l'installation sont de nombreux panneaux avec des photos, des photos d'anonymes, et des textes, les siens, et des textes d'anonymes. Comme finalement, si son intention délibérée était d'établir une analogie entre sa propre douleur et la douleur de l'autre, pour créer une résonance entre, et on revient peut-être à cette question des sentinelles, une résonance entre le moi, le collectif, et pour susciter finalement un réseau d'empathie. Et puisque les belles histoires finissent bien, cette progression mentale au fil de ces installations et de ce parallèle entre sa douleur et l'expression de la douleur des anonymes amène à sa douleur, sa propre douleur, à s'apaiser, et elle passe à autre chose en ayant arrêté de souffrir. Un autre aspect, peut-être un peu plus scientifique, c'est la question de comment pouvons-nous recevoir la douleur psychologique, la souffrance d'un individu à risque suicidaire. Il est capital pour un patient qui souffre de pouvoir exprimer cette douleur. S'il n'exprime pas cette douleur, alors ça a été démontré, rapporté, observé dans des études, s'il ne peut pas exprimer cette douleur, le risque de conduite suicidaire, notamment létale, va augmenter. Donc il est important de communiquer. Donc c'est peut-être ce qui est intéressant dans un des aspects intéressants de vigilance et de la formation des sentinelles. Pourtant, encore une fois, assez bien établi dans la littérature scientifique, la douleur psychologique, le risque suicidaire, les idées de suicide, la souffrance psychologique, l'histoire de maltraitance, notamment sexuelle, est plutôt mal recueillie par les professionnels de santé, y compris les professionnels de santé mentale. Il est démontré qu'un patient qui va aux urgences pour dire qu'il est suicidaire, qu'il souffre ou qu'il a été victime d'abus, a des chances de se faire envoyer sur les roses de la part de professionnels. Cette souffrance va générer des contre-attitudes négatives, y compris chez les professionnels de santé. Et une étude d'imagerie intéressante de neurosciences publiée dans PNAS nous montre que le traitement a essayé de comparer sur l'activation de l'insula cérébrale, je ne sais pas s'il y en a une autre d'ailleurs, sur l'activation de l'insula, a essayé de comparer le traitement de la compassion sociale et de la compassion pour la douleur physique. Eh bien, nous traitons naturellement, rapidement, facilement la compassion pour la douleur physique, alors que ceci est beaucoup moins naturel, beaucoup moins évident et nécessite beaucoup plus d'efforts pour la compassion sociale. Donc, ce qui suggérerait la nécessité de former les gens à l'empathie ou à la compassion pour la douleur sociale, puisqu'il semble que pour la douleur physique, nous soyons déjà équipés. Alors, quelques mots, je rappelais cette citation de William Osler, quelques mots sur la neuroesthétique, parce que ce n'est pas inintéressant de voir ce genre d'études. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les protocoles expérimentaux, je serais bien en peine, et puis on va essayer d'aller rapidement. En fait, les pionniers de ce champ, donc il s'agit de regarder ce qui se passe au niveau du cerveau en bénéficiant de l'IRM chez des sujets que l'on expose à des œuvres d'art. Et donc, je vous ai mis les reproductions des œuvres qui sont réellement utilisées dans ces études. Et les pionniers dans ce champ sont sûrement Friedberg et Gallès dans cet article de référence qui date de 2006, me semble-t-il, donc je n'ai pas mis la date, mais 2006, me semble-t-il, donc vous voyez, assez récent, finalement, et qui affirme que notre expérience esthétique des œuvres d'art visuel repose en grande partie sur un phénomène empathique, c'est-à-dire sur un mécanisme de résonance motrice. Et c'est ce phénomène de résonance motrice face à une œuvre d'art qui va nous permettre de réagir émotionnellement au contenu de l'œuvre. Et par exemple, les gestes qui ne sont qu'implicites, personne ne sait, enfin, peu de monde ne représente Fontana en train de couper sa toile, eh bien malgré tout, donc ce geste est implicite de la part de l'artiste, et pourtant il va être ressenti physiquement par les spectateurs. De la même façon, dans cette toile de Caravage, de Saint-Thomas, la vision d'une personne touchée va activer le réseau cortical des zones qui sont impliquées normalement dans le toucher, c'est-à-dire va créer une empathie pour les sensations tactiles.
Et alors pourquoi cette photo de faire plaisir à Sofiane, cette photo d'une performance de Yann Fabre avec, je ne sais pas si on peut reconnaître ce monsieur à gauche avec son casque, Risolati, l'inventeur des neurones miroirs. Il y a 20 ans, il invente les neurones miroirs, enfin il décrit les neurones miroirs pour la première fois chez le macaque. Vous savez, on peut observer que des neurones du cortex prémoteur ventral vont s'activer non seulement lors de l'exécution d'une action dirigée vers un but, mais aussi par procuration quand on observe cette même action. Depuis, ces neurones miroirs ont pu être décrits dans d'autres régions du cerveau, pas uniquement au niveau moteur, ce qui suggère l'existence, ou ce qui peut, selon les auteurs, prouve l'existence de cette activation par procuration similaire dans les systèmes somatosensoriels et dans les systèmes émotionnels. Donc les neurones miroirs sont là pour offrir une base neurale à ce que je décrivais précédemment, un mécanisme de transfert, ce qui permet d'éprouver l'intensité de l'intention d'un artiste et donc ce qui permet à l'œuvre artistique de prendre possession du spectateur. C'est ce qu'on appelle la cognition incarnée. Quand on regarde une œuvre, on est dans l'œuvre et on vit l'intention de l'artiste. Un autre élément pas inintéressant, c'est que nos opinions personnelles, nous le savons bien, sont très subjectives, et pourtant notre cerveau va choisir très rapidement s'il aime ou non une œuvre d'art. Une expérimentation assez sophistiquée où la conception expérimentale mettait l'accent sur les aspects personnels de la préférence esthétique, de l'expérience esthétique. De nouveau, une étude en IRM fonctionnel et était observée une activation des régions du cortex préfrontal médial qui font partie du réseau de mode par défaut dont je parlais précédemment, dans les essais qui étaient les mieux évalués. Et ce qui a fait suggérer aux auteurs que certaines œuvres d'art sont si bien adaptées à notre bagage unique, notre soi, qu'elles ont accès directement au substrat neuroanatomique concerné par la référence à soi, dans laquelle est impliqué le raisonnement de mode par défaut. Et dernier point sur la neuroesthétique, ce qu'on voit dans la presse grand public, de temps en temps, ce sont des expériences qui sont assez spectaculaires, qui sont intéressantes. L'art rend amoureux. En effet, il a pu être démontré dans plusieurs études, et un des pionniers de ce champ, c'est Samir Zeki, en étudiant les préférences esthétiques ou le goût pour la beauté, en comparant des stimuli de beauté ou de laideur dans des œuvres d'art, ou en comparant l'exposition à des œuvres de peintres célèbres, en les comparant à des photographies des mêmes sujets, on peut observer que l'observation artistique active les systèmes de récompense et les systèmes du plaisir. Donc et ce qui fait faire ce parallèle basé sur ces expérimentations à Samir Zeki, que finalement l'art induit une sensation de bien-être, comme quand on regarde quelqu'un que l'on aime. Et il est intéressant d'observer, parce que j'ignorais absolument, que le contexte d'empathie vient au XIXe siècle des esthéticiens. Ce n'est pas du tout un terme médical ou psychologique, ce sont les esthéticiens qui ont utilisé ce mot allemand que je me garderai de prononcer, pour décrire la connaissance émotionnelle d'une œuvre d'art de l'intérieur. C'est-à-dire nous ressentons, c'était pour décrire la résonance émotionnelle qu'avait une œuvre d'art, et ce terme a ensuite été importé dans le champ des sciences humaines, sociales, de la psychologie et puis de la médecine. Donc si on se résume, finalement, pour nous cliniciens, l'observation n'est pas seulement importante pour le diagnostic clinique, mais aussi serait un premier pas vers l'empathie, puisque l'observation artistique permet de reconnaître les émotions. Alors c'est comme ça qu'il est justifié de l'appliquer dans la formation des médecins, qu'un nombre assez intéressant d'expérimentations se développe notamment dans les universités américaines et dans quelques universités asiatiques. Ceci repose finalement sur un constat qui était celui de Paul Klee. Nous savons, d'après les théories de la vision, que nous voyons très peu ce que nous regardons, et peu importe à quel point nous le regardons. Et donc, c'est un peu ce que nous dit Klee d'une autre façon, que l'art n'imite pas ce que nous voyons, mais nous fait voir ce qui existe d'une autre matière. Donc l'idée va être d'exposer des étudiants en médecine, dans ces différentes expérimentations, d'aller au musée, de leur montrer des peintures et de les faire réagir face à ces œuvres d'art, de façon à ce qu'ils puissent apprendre à voir, puisque nous ne voyons pas ce que nous regardons, apprendre à voir les œuvres d'art pour ensuite transposer
cet apprentissage dans l'exercice de la médecine, de façon à pas seulement voir des signes cliniques et des symptômes de maladie, ce qu'on peut observer sur un patient, mais voir le patient, c'est-à-dire connaître sa vie quotidienne, sa situation sociale, ses espoirs, ses craintes face à la maladie, et donc finalement développer son empathie. Et un autre élément qui est important, c'est que ces expérimentations se produisent en groupe, ce qui va permettre de pouvoir confronter ses opinions aux autres et donc de pouvoir discuter. Et je vais terminer sur une étude qui avait été publiée alors, dans une lettre Research Letter, dans le JAMA, en 2001. Vous voyez, c'est un champ qui est assez récent, qui avait été réalisé à Yale avec des étudiants en dermatologie. Et l'idée était donc d'aider les étudiants à mieux observer leurs patients en leur montrant des photos de lésions dermatologiques, mais aussi en leur montrant des œuvres d'art et en leur demandant d'interpréter, enfin, d'observer et de décrire. Ces éléments, c'est vraiment cela. On va au musée, on regarde une œuvre d'art dont on ne connaît absolument rien, et surtout personne ne nous raconte que c'est tel artiste et que pourquoi, etc. Non, une œuvre, ce qui permet d'avoir aucun préjugé, aucune connaissance préalable, que l'œuvre est interprétable de 1000 façons, et c'est le principe de l'art, c'est que personne ne connaît finalement l'intention initiale de l'artiste, ce qui permet de développer la tolérance à l'ambiguïté, qui est une autre notion importante. On peut tous avoir une opinion différentes face à la même œuvre d'art, d'où l'intérêt de réaliser ce genre de travaux en groupe. Et donc là, dans cette première étude, il s'agissait simplement d'observer, et que les étudiants devaient simplement observer et pas interpréter, donc observer sur des évidences visuelles. On ne dit pas il est déprimé, non. Comment sont les yeux, comment sont la bouche, et qu'est-ce qui me fait dire. Et résultat de cette première expérience chez les étudiants en dermatologie, une amélioration spectaculaire chez ces étudiants pour décrire des scénarios cliniques, donc importer l'apprentissage du mieux voir les œuvres d'art pour au mieux voir les patients, ce qui fait que cet enseignement est devenu obligatoire à Yale et a été développé dans d'autres universités américaines, et y compris jusqu'à Taïwan. Et la technique, finalement, c'est une stratégie de pensée visuelle qui est très utilisée par les professeurs d'art pour aider à cet apprentissage, à mieux voir les œuvres d'art. Et ça se base sur ces 3 premières questions. Vous voyez, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Alors ensuite, on peut aller plus loin. Mais enfin, ça, c'est vraiment l'idée de base de l'apprentissage à l'observation artistique. Explorer des idées et surtout explorer des idées et faire en sorte que les idées soient le plus divergentes possible, de façon à pouvoir... C'est un autre aspect probablement du développement de l'empathie dans ce genre de technique, c'est que les étudiants vont échanger entre eux à partir d'une œuvre d'art, loin du contexte médical, et en échangeant entre eux, ils vont sûrement pouvoir respecter la parole de l'autre, etc., etc. Donc peut-être de façon indirecte aussi un bénéfice pour la formation à l'empathie. Dernière étude, c'est une étude la plus récente, publiée dans une revue pas trop mal dans ce champ, 2017. Là, l'objectif n'était, alors là, direct, l'observation artistique, et là, l'objectif était utiliser l'apprentissage de l'observation artistique pour carrément, objectif final, développer la tolérance à l'ambiguïté. J'accepte que ce que je vois dans ce tableau soit différent de ce que Michel Walter voit. Ici, d'ailleurs, au passage, on peut voir que les œuvres qui avaient été utilisées mettent en scène des docteurs. Et dans cette étude, donc, les étudiants ont pu améliorer leur acceptation de mieux tolérer l'ambiguïté, mieux tolérer les avis divergents. Ils pensent que leurs capacités d'observation visuelle ont été améliorées, et un tiers pense que peut-être leur empathie aurait pu être améliorée. Donc ce sont des études dont les résultats sont assez peu robustes, mais enfin qui donnent un certain nombre de pistes sur comment les arts visuels, l'apprentissage de l'observation des arts visuels peut nous aider à mieux tolérer et exprimer les émotions d'autrui. Et donc le projet que nous voulons développer à Montpellier à l'occasion des 800 ans, l'an prochain nous célébrons les 800 ans de la faculté de médecine de Montpellier, c'est un projet que j'ai appelé Adjé, que l'on va réaliser avec la conservatrice de ce musée. Adjé est un monsieur qui au XIXe siècle a donné une collection de dessins à la faculté de médecine de Montpellier. Donc c'est un musée que je vous invite à visiter lorsque vous venez à Montpellier, avec Rembrandt, Tiepolo, enfin des très beaux dessins, voire des dessins
d'artistes fameux. Et Adjé avait donné cette collection de dessins à la faculté de médecine, avec déjà basé sur cette idée, et en avait fait un des doyens, Lorda, en a fait un essai, l'intérêt de l'iconologie médicale. Adjé se disait que si les médecins se formaient à l'observation avec des dessins, ils allaient mieux observer les patients et mieux faire les diagnostics, etc. Et donc on peut aller un cran plus loin au XXIe siècle en prétendant que ceci pourrait améliorer le développement de l'empathie et forcément un autre bénéfice à en espérer, mais c'est donc à tester, essayer de prévenir le burn-out chez nos étudiants. Et donc je finis là-dessus, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour tous ces liens entre l'art, l'observation, l'empathie et la capacité de tolérer la souffrance de l'autre. Brillant. Je vais tout de suite passer aux questions puisque le temps avance. Est-ce qu'il y a des questions pour Philippe? Oui, tout au fond. Je vous apporte le micro. Bonjour. J'aurais voulu savoir s'il y avait une activation des neurones miroirs quand on écoutait de la musique. Parce que pour le coup, là, il s'agit d'observation, donc c'est à travers le regard que ça se passe. Qu'en est-il quand c'est une autre forme d'art ? Oui, je serais beaucoup plus prudent parce que je ne suis quand même pas un neuroesthéticien, donc je ne connais pas tout loin de là sur le sujet, mais effectivement, ce sont des mécanismes qui sont non spécifiques. Il y a beaucoup plus d'études d'ailleurs réalisées sur la musique. Il y a un papier qui vient de sortir, je crois, dans Scientific Reports, sur l'intérêt de la musique. Il y a un autre papier dans une très belle revue sur le violon. Enfin bon, donc pour dire que c'est un champ d'études largement développé, me semble-t-il, plus que pour les arts visuels. Et les neurones miroirs ne sont pas spécifiques d'aucune fonction, d'aucune activité sensorielle.